France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20. No more drilling, plus de forage, ça c'était la promesse de Joe Biden pendant sa campagne. Il avait même annulé des projets autorisés par Donald Trump. Promesse de Gascon puisque le président américain a annoncé l'ouverture d'un immense chantier. On essaiera de comprendre ce qu'il y a derrière ce revirement. Le bruit du monde ce soir est en Hongrie avec ses eaux thermales, ses eaux chaudes. Et si elles servaient à chauffer les maisons, l'idée fait mieux que son chemin. Elle entre en scène même au moins dans une ville de 150 000 habitants. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logénie a trouvé une canicule épouvantable en Argentine. L'ancien président brésilien Bolsonaro empêtré dans une affaire de bijoux saoudiens. Et une star du foot australien qui porte plainte pour les commotions cérébrales subies pendant sa carrière. 18h55, c'est le monde d'après de Jean Marfour. Et la Chine qui se pose en artisan de la paix dans la guerre Russie-Ukraine, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite aussi. La Chine qui dénonce les États-Unis comme acteurs de guerre. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir. Fabienne Sintès. Un jour dans le monde. No more drilling on federal lands. No more drilling, including offshore. No ability for the oil industry to continue to drill, period. Voilà, plus de forage et point à la ligne. C'était dit comme ça par Joe Biden en campagne. Là, on était dans un débat avec Bernie Sanders, en l'occurrence. Bonsoir Laurence Nardon. Bonsoir. Vous êtes responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Vous produisez aussi un podcast hebdomadaire qui s'appelle New Deal sur Slate. On rejoindra Sébastien Paour dans un instant, qui est notre correspondant à Washington. Et c'est vrai qu'il avait débuté même son mandat sur ce vibrant No More Drilling Joe Biden, des projets qui avaient été approuvés par Trump. On se retrouve avec l'une des exploitations de pétrole et de gaz la plus grande sur des terres fédérales publiques. C'est immense. À quoi est-il en train de céder, selon vous ? Alors, en fait, de toute évidence, c'est un feuilleton qui se joue depuis des années, puisque la compagnie en question, qui s'appelle ConocoPhillips, oui. a une concession sur les terres en question qui sont au nord du cercle arctique depuis une vingtaine d'années. Et depuis une vingtaine d'années, elle ne peut pas développer son projet de forage parce que c'est bloqué à tous les étages. Et en dernier lieu, par Biden, qui avait bien dit, on l'a entendu, qu'il n'en serait pas question. Et là, il vient de céder pour deux raisons principales, qui sont que manifestement ConocoPhillips était en train de monter un procès assez retentissant dont l'État fédéral allait pas bien se sortir. Ça allait coûter des milliards littéralement, parce qu'en fait il allait se faire dédommager des profits qu'il n'a pas pu faire. Enfin, l'entreprise allait se faire dédommager et ça allait se compter en milliards. Donc ça, c'était déjà un danger énorme. Et deuxièmement, on peut croire que politiquement, les gens autour de Biden, parce que lui-même avait l'air d'être vraiment déçu de devoir se résoudre à cette extrémité, il a dû être convaincu que politiquement, il fallait maintenant qu'il s'occupe des classes moyennes qui payent leur essence tellement cher aux États-Unis, en leur montrant qu'il était de leur côté, en autorisant ce nouveau forage qui ferait peut-être baisser l'essence dans plusieurs années, parce c'est pas encore fait. Alors, en se disant peut-être politiquement, effectivement, si je perds les jeunes mais que je gagne les classes moyennes, il doit y avoir un calcul à faire. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur le procès potentiel à venir. Dans les éditorialistes de la presse américaine disent que c'est effectivement l'une des rares fois, si ce n'est la première fois, où Biden accepte un projet qui ne sera pas un projet sous ordre de justice ou une bataille de pression des congrès. Et on a l'impression, au fond, que, en effet, il a renoncé à se battre, en fait, contre le grand pétrolier, finalement. Oui, et c'est vraiment étonnant, compte tenu de la ligne qu'il avait tenue jusqu'à présent. Il a dû être convaincu par des gens autour de lui. Mais ceci dit, dès demain, les associations environnementales américaines vont faire des recours, donc les choses ne sont pas encore faites. Il y a une chose que je voudrais préciser, et c'est important, il parle de terres fédérales. Pourquoi c'est important de dire non pas sur les terres fédérales, techniquement, c'est quoi les terres fédérales, en fait, par rapport au reste ? Alors, les terres fédérales, c'est ce qui n'appartient ni aux États, ni à des particuliers. Et donc, historiquement, elles sont plutôt à l'ouest du pays, là où le développement, où la conquête s'est faite plus tard au XIXe siècle. Et
en Alaska encore plus, puisque l'Alaska n'est un État de l'Union que depuis 1959. Donc, d'ailleurs, on parle d'Alaska, mais c'est tout à fait au nord. On est vraiment très très haut. Et je voudrais qu'on aille rejoindre Sébastien Paour tout de suite. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Fabienne. On l'a un petit peu évoqué, mais je voudrais que vous nous rappeliez, Sébastien, jusqu'à quel point effectivement ce projet existait depuis des années, approuvé par Trump, retoqué. Racontez-nous à quoi ressemble le parcours en fait de cette affaire. Effectivement, les concessions remontent à une vingtaine d'années, comme le disait Laurence Nardon, mais le projet a été présenté la dernière fois sous la présidence Trump à partir de 2016. Donc la société ConocoPhillips, qui est basée à Houston, au Texas, autre grand État pétrolier, elle s'était sûrement dit à l'époque ça passerait plus facilement avec un président républicain. Ils étaient revenus à la charge, et ils ont eu raison, puisque l'administration du milliardaire avait donné son feu vert. Elle avait fait réaliser une étude environnementale qui approuvait le projet. À l'époque, c'était 5 zones de forage seulement. Ça a été réduit à 3 par la décision de Biden hier. Un juge fédéral derrière avait bloqué tout ça en 2021. Lui, il avait considéré qu'il y avait des failles dans cette analyse, dans cette étude environnementale, et il avait renvoyé le dossier à l'agence de la gestion des terres pour qu'elle travaille de manière un peu plus approfondie. Ça a donc été fait, et l'équipe Biden hier a finalement donné ce feu vert. Ce sera près de 200 puits, les 3 sites de forage, malgré donc cette promesse de 2020 qu'on a réentendue à l'instant. Avec des associations, on le disait, des associations écolos qui ont tenté de se mobiliser, qui vont continuer à le faire, mais qui n'ont pas réussi à accrocher la preuve. Oui, il parle de trahison écologique, c'est l'expression que vous avez utilisée, c'est la leur. Ils sont venus assez nombreux ces dernières semaines avec des banderoles devant la Maison Blanche. Ils ont multiplié les vidéos en ligne aussi contre le projet. Ils prévoient de contester la décision effectivement devant les tribunaux. Laurence Nardon le disait également. Pour eux, pour les écologistes, Biden va à l'encontre de ses objectifs en matière de climat, à savoir réduire les émissions de carbone des États-Unis de près de la moitié d'ici 2030 et puis passer aux énergies propres. Ils sont soutenus, ces militants, par une majorité des démocrates au Congrès et localement par la maire de la ville de Nuiqsut. Alors j'espère que je prononce bien, c'est tout au nord. Sans doute pas, mais personne ne le sait, Sébastien. Voilà, ils nous entendent pas. C'est la plus proche localité du futur site de forage. C'est une communauté de près de 500 habitants. Ce sont des chasseurs, des pêcheurs, et eux ils s'inquiètent, pas tous, mais la plupart, la maire notamment, de l'impact qu'aura ce projet sur les caribous qu'ils chassent, sur leur mode de vie. Et puis de l'autre côté, du côté des défenseurs de ce projet qui a été baptisé Willow, on trouve quasi tous les élus de l'Alaska, les républicains, comme les démocrates. Par exemple, un seul nom, Mary Peltola, vous vous souvenez, c'est l'élu de l'Alaska à la Chambre des représentants ici à Washington. Elle a battu l'an dernier l'ancienne égérie du Tea Party, Sarah Palin, on connaît bien son nom en France. Elle est Yupik Mary Peltola, c'est-à-dire que elle fait partie d'un des peuples indigènes de l'Alaska, de la région du sud, de la côte ouest de l'Alaska. Elle est démocrate également, mais hier, elle s'est félicitée. Elle a dit que le peuple de l'Alaska avait été entendu, et la quasi-totalité des élus locaux ici, quel que soit leur bord politique, soutiennent ce projet. Et c'est ça, Laurence Nardon, qui est parfois un peu contre-intuitif pour nous. En fait, ce projet est approuvé par certains groupes, par pas mal de groupes autochtones également, qui disent, attendez, ici, ça nous permet de nous défaire de notre dépendance vis-à-vis de l'État fédéral, donc de financer la santé, de financer l'éducation, etc. C'est aussi ce débat qui a eu lieu aux États-Unis. Bien sûr, comme partout où il y a des zones à protéger d'un point de vue environnemental, mais aussi des personnes qui travaillent sur place, c'est le débat entre développement et protection de l'environnement qui souvent ne va pas du tout de soi. Les éditorialistes notamment parlent d'un moment charnière quand même dans le développement de l'énergie fossile pour l'administration Biden. Est-ce qu'il est en train de faire dérailler et peut-être pour longtemps ces engagements climatiques, Joe Biden ? Alors, ça envoie vraiment le mauvais signal et c'est vraiment étrange. C'est comme si, ayant fait voter le Inflation Reduction Act, vous savez, cette loi qui a été votée l'été dernier et qui, comme son nom ne l'indique pas, met en place une véritable transition énergétique aux États-Unis. 370 milliards, la somme était colossale, absolument, dirigée vers l'environnement. Et tout ça, concrètement, c'est pour faire basculer le parc automobile américain du thermique, donc nos voitures à essence, à l'électrique. Et donc, si les États-Unis, avec cette énorme loi, se dirigent vers la voiture électrique, on se demande vraiment pourquoi il va autoriser des forages pétroliers. Tout à coup, ça va totalement dans l'autre sens. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est probablement pour essayer d'envoyer un autre message aux classes moyennes américaines que le président n'est pas à la solde des progressistes, mais se soucie de leur bien-être et de leur prospérité. Avec on parle d'une autonomie énergétique durable de 1,5% de la production de brut actuelle, c'est énorme.
énorme de faire baisser la pression sur le cours du brut depuis la guerre en Ukraine, effectivement, qui est compliquée pour les États-Unis. Qu'est-ce que ça pèse, ça, en fait, entre la politique de Joe Biden et les classes moyennes dont vous parliez, et ce que dit effectivement l'économie aujourd'hui et la pression sur le pétrole due à la guerre? Qu'est-ce qui pèse le plus des deux, à votre avis? Eh bien, je pense qu'il a vraiment besoin d'envoyer le signal qu'il s'occupe de l'indépendance énergétique du pays. Mais si on pouvait être un peu cynique ce soir, on pourrait dire que il prend cette décision. Alors là, je fais de la politique fiction, mais je pense que peut-être que Biden se laisse convaincre, mais peut-être qu'il se dit aussi qu'il autorise ce projet, sachant qu'il va être bloqué dès demain par ces fameuses associations environnementales qui vont faire des recours, et que le projet risque de traîner et peut-être de ne pas se faire. Mais c'est pas grave, parce qu'il a envoyé le message qu'il voulait bien, qui va plaire aux classes moyennes, alors même que le pétrole de ce projet n'arrivera pas, dans le meilleur des cas, avant 5 ou 6 ans. Même si ça commence demain, si vous voulez, le temps que le pétrole se mette à couler de ces forages pétroliers dans le cercle arctique, la guerre en Ukraine sera peut-être terminée, la situation espérons, la situation du pétrole et du gaz dans le monde, les marchés du pétrole et du gaz dans le monde en seront à un autre stade, donc peut-être qu'il ne prend pas beaucoup de risques. Ou peut-être à l'inverse d'ailleurs, non? Peut-être qu'il a ouvert aussi une autre boîte parce qu'il y a d'autres zones exploitables par ConocoPhillips aussi. Je pense à cette zone de pétrole et de gaz de schiste qui est entre le Texas et le Nouveau-Mexique, par exemple, qui est prêt à être exploité. La compagnie a même dit, nous on est prêt, on peut y aller demain. Donc est-ce qu'il a aussi ouvert une sorte de boîte de Pandore? Alors, est-ce que ça ouvre les vannes à d'autres projets qui attendent eux aussi depuis des années, ou est-ce qu'au contraire, il va dire j'ai autorisé celui-là, mais pour le reste c'est niet? Il faut qu'on en reparle dans quelques semaines. Je vous pose la question parce que regardez le voisin canadien, par exemple, qui a aussi ouvert un projet pétrolier, Terre-Neuve et Labrador, précisément aussi pour donner une nouvelle route, notamment sur les marchés européens. Donc, est-ce qu'on se dit que la situation russe, de toute façon, a rebattu les cartes de l'environnement en Amérique du Nord? C'est bien ce qu'on craint nous aussi en Europe, mais est-ce que ces cartes ont été rebattues? Mais je ne crois pas, parce que en fait, vraiment, on pouvait se dire que la conséquence énergétique de la guerre en Ukraine, c'était de faire basculer tout l'Occident dans l'électrique beaucoup plus vite et dans un électrique renouvelable, et aussi avec le retour du nucléaire, quelque chose qui est dont on parlait pas du tout de cette manière il n'y a que quelques années. Donc je ne suis pas sûre que ce renouveau du pétrole ait été écrit, et je ne suis pas complètement sûre qu'il se fasse. Alors, ceci dit, le Canada, c'est vrai que c'est un pays qui a un bilan environnemental en fait assez dur. Hein. Les schistes bitumineux de l'Alberta, c'est absolument un désastre environnemental. En même temps qu'il permet théoriquement, comme vous dites, effectivement, cet immense chantier, Joe Biden sanctuarise d'autres zones, notamment dans l'Arctique, etc. Et là aussi, ça semble terriblement contradictoire. En fait, ou est-ce que c'est un os à ronger, tout simplement, qu'on donne aux associations en leur disant non mais là j'ai dit oui parce que j'avais pas le choix, mais là maintenant je vais protéger tout autour? Ça devient extrêmement difficile à lire, cette zone-là. Oui, non mais très clairement sur ce sujet-là, Biden est si vous voulez sur un fil en train de d'essayer de mécontenter le moins possible les associations environnementales et d'en donner le plus possible, le moins possible à ces énormes firmes Big Oil comme ConocoPhillips. Vous avez raison. En fait, les choses sont quand même très difficiles à lire pour l'instant. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute manière, les décisions annoncées n'ont rien de définitif parce que les recours juridiques vont être nombreux et immédiats. Et en entrant dans la période de campagne, parce qu'on va pas se cacher les yeux, on est en train d'entrer là dans la période de campagne électorale aux États-Unis. Là, pour le coup, électoralement, est-ce qu'on dit que c'est porteur pour lui, pour Joe Biden, d'avoir pris cette décision? Là, je pense que le calcul politique, là aussi cynique, est évident. Il va recueillir plus de voix des classes moyennes sur ce projet qu'il ne va en perdre du côté des jeunes militants environnementalistes. Qui de toute façon reviendront vers lui un moment ou un autre lorsqu'il s'agira de voter un moment ou un autre. Est-ce qu'il les perd vraiment? Ces jeunes-là? C'est important. Alors, toute cette catégorie de population pour les démocrates. Hein. Tout à fait. Les jeunes militants très très à gauche, très très progressistes, menacent régulièrement de ne pas voter pour un centriste comme lui. Ils préfèrent Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, enfin tous ces grandes figures de la gauche très radicale du Parti démocrate. Ils menacent de s'abstenir. Et certains l'avaient fait en 2016 avec Clinton.
Biden a quand même réussi à les avoir pour sa propre élection en 2020. En 2024, on ne peut pas le savoir encore. On l'a entendu, cette gauche-là, sur cet épisode, ou pas encore, la gauche d'Ocasio-Cortez Ah bah oui, absolument, parce qu'Ocasio-Cortez, alors, non, je l'ai pas vu s'exprimer depuis hier, elle l'a certainement fait, mais c'est elle, la rédactrice du Green Deal américain, dans les années 2018-2019, dont Biden s'est inspiré pour son fameux tournant vers la voiture électrique. Donc, oui, il est en train de trahir des gens qu'il a suivis ces derniers mois, enfin depuis le début de son mandat, pour basculer vers une politique favorable aux classes moyennes. C'est peut-être un calcul politique intelligent, mais c'est quand même assez intriguant, on va dire. Intriguant et un peu traître quand même. Eh ben, on verra ce que dit cette traîtrise pour les prochaines échéances électorales qui arriveront bientôt. Laurence Nardon, merci 1000 fois de votre passage chez nous. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe en Hongrie. Est-ce qu'on peut utiliser les eaux chaudes naturelles pour chauffer les maisons ? Eh bien, la réponse est oui. C'est ce que va nous raconter Florence Labruyère. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie. On ira en Argentine qui subit depuis un mois l'une des pires canicules de son histoire. Le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir à tous. La Chine multiplie les initiatives de paix sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient. Elle cherche à s'opposer en voie de la sagesse, par contraste avec des États-Unis qu'elle présente comme militaristes. Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le Royaume-Uni avec Bess Orton, Fractals sur France Inter et dans Un jour dans le monde. to see them before they see you. And you do not know how to pretend. You hope it would all go away in the end. But you're every person in your dream. When anything happens, it happens to you and you. You stop believing in magic. What in the world are we gonna do now? There's nowhere to turn and there's no one around. Suppose in the end what it is, what it is. You grow up alone and that's why you get left. And nobody knows how to forgive. You thought it might all go away if you did. And you're every person in your dream. When anything happens, it happens for real in you. You stop believing in magic. Lay on my back on the vibrating green. Hallucinate on what it all means. And I could be patient, but just tell me alone why I feel like for what I didn't do wrong. 'Cause I do not know how to pretend. I thought it would all go away in the end. But I'm every person in this dream. But when anything happens, it doesn't just happen to me. But I believe in magic. Turn it like a stone. And I had to be alone.
Le bruit du monde est en Hongrie ce soir. Si vous avez eu la chance d'aller à Budapest ou au-delà, vous avez peut-être testé les bains chauds, les bains thermaux. Il y en a 260 dans tout le pays. Un vrai plaisir, mais peut-être aussi une clé pour chauffer les maisons. Jusque-là, l'eau thermale était très peu utilisée pour le chauffage des logements, notamment parce que, comme dans le reste de l'ex-bloc soviétique, on se chauffait évidemment au gaz russe abondant et bon marché. Mais tout cela est peut-être en train de changer, même si le Premier ministre Viktor Orban cultive sa proximité avec Poutine, continue à lui acheter du gaz. Une ville hongroise est en train de s'émanciper de Moscou. Elle s'appelle Szeged, 160 000 habitants, une ville gérée par l'opposition et qui met en place l'un des plus grands systèmes de chauffage géothermique en Europe. Le reste, c'est Florence Labruyère qui raconte. Nous sommes à Szeged, une ville à 2 heures de route au sud de Budapest. Sur un terrain inhabité, dans la poussière et le bruit, des ouvriers sont en train de forer un puits. Ils ne cherchent pas du pétrole, mais de l'eau thermale. Vous voyez ces gros tuyaux? Chacun fait 11 mètres de long. Les techniciens les emboîtent les uns aux autres pour descendre jusqu'à 2000 mètres, 2 km sous terre. C'est un puits très profond. À 2000 mètres sous terre, on trouve de l'eau dont la température est de 90 degrés. L'énergie de l'eau est récupérée pour chauffer des immeubles collectifs. Un projet mené par la compagnie municipale de chauffage de Szeged. Tomasz Medies est l'un des responsables. Avant, on brûlait des millions de mètres cubes de gaz russe. Alors, au lieu de chauffer de l'eau froide avec ce gaz, on va chercher l'eau chaude sous nos pieds. On entre dans l'une des 16 centrales du réseau de chauffage urbain. Ces petites usines fonctionnaient toutes au gaz et il y a 5 ans, les travaux ont démarré pour les connecter au puits d'eau thermale. Début 2024, ce réseau aura complètement basculé vers la géothermie. Il chauffera 27 000 appartements ainsi que des écoles, des crèches et des stades de sport. C'est le plus grand projet géothermique en Europe après l'Islande. Quand on a commencé ce projet, c'était purement pour des raisons d'environnement. Mais depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est aussi un moyen d'assurer notre approvisionnement. Les habitants de Szeged auront du chauffage, quoi qu'il arrive. Katalin Bodo habite dans un parc d'immeubles, des immeubles en béton construits sous le communisme. Dans ce quartier, les travaux sont terminés et l'appartement de Katalin est déjà chauffé par la géothermie. La température est agréable. Les radiateurs et l'eau, tout est aussi chaud qu'avant. Aucun problème. Avant, les gens s'inquiétaient. Ils avaient peur qu'il y ait une mauvaise odeur dans les appartements. Mais ça ne sent rien du tout. Financièrement, Katalin ne voit pas de différence. Elle paye toujours 26 € par mois pour son chauffage et son eau chaude. Mais elle espère payer moins cher dans le futur. Pour l'instant, ma facture n'a pas baissé. Mais je suis contente qu'on utilise une énergie verte. C'est bien parce qu'on va être moins dépendant du gaz. Et puis ici, en hiver, il y avait beaucoup de smog. Je suis sûre que la qualité de l'air va s'améliorer. On va dans la bonne direction. Bonjour. Volage ? À l'origine de ce projet gigantesque, il y a Bolaj Kobol. Ce géologue, qui dirige aujourd'hui la compagnie de chauffage de la ville, connaît parfaitement le potentiel du sous-sol hongrois. Il y aurait autant d'eau thermale en Hongrie que de pétrole au Texas. En Hongrie, on a beaucoup d'atouts. En France ou en Allemagne, il faut creuser au moins jusqu'à 2800 mètres pour trouver de l'eau à 100 degrés Celsius. Mais en Hongrie, il suffit de descendre à 2000 mètres, donc c'est moins cher. Il y a quelques années, Szeged dépendait à 100% du gaz russe, d'où un impact négatif sur la qualité de l'air. La compagnie de chauffage était le plus grand pollueur de la ville. Chaque année, on brûlait 30 millions de mètres cubes de gaz. Quand on aura fini d'installer la géothermie, on en brûlera 2 fois moins. Et d'ici 5 ans, le chauffage urbain pourrait fonctionner sans aucune énergie fossile. Le chantier a coûté plus de 50 millions d'euros. La moitié a été financée par l'Union européenne et l'autre par un investisseur privé. Ce projet pilote pourrait être développé dans d'autres villes hongroises, estime le maire adjoint de Szeged.
Oui, c'est un moyen de se libérer du gaz russe. Dans presque toutes les grandes villes, il y a des quartiers de logements collectifs qui pourraient être chauffés par géothermie et pendant des centaines d'années. Après avoir chauffé les immeubles, l'eau thermale est réinjectée dans le sous-sol de la ville, ce qui maintient le réservoir d'eau souterraine et fait de la géothermie une énergie renouvelable par excellence. Florence Labruyère pour le reportage en eau chaude. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Et nous sommes dans les rues de Buenos Aires, Sébastien, qui étouffe sous une canicule qui n'en finit pas. C'est l'été en Argentine, un été austral qui devrait toucher normalement à son terme en mars, mais qui cette année prend des allures de canicule interminables. Les records de température tombent les uns après les autres. L'été 2023 est le plus chaud de l'histoire de la capitale, Buenos Aires, le plus chaud depuis que les mesures existent, c'est-à-dire depuis 1906. Même la Patagonie au sud du pays n'est pas épargnée. Le 9 février dernier, il y faisait 42 degrés. Les autorités sanitaires ont donc mis toute l'Argentine en alerte rouge. On entend ici un habitant de Buenos Aires expliquer que la chaleur touche surtout les gens modestes. Sans climatisation, les plus pauvres souffrent de la canicule. Il y a beaucoup de problèmes de déshydratation chez eux, y compris chez les jeunes enfants. Les enfants qui souffrent aussi à l'école. Beaucoup d'écoles ont décidé de fermer des classes, de mettre les élèves à l'abri, faute de clim ou de ventilation. D'autres établissements prennent parfois des mesures plus insolites, comme cette école au nord du pays qui a décidé d'autoriser les plus jeunes à venir seulement habillés d'un maillot de bain et de les arroser à la récréation. C'est sans compter aussi avec de nombreuses coupures d'électricité, là aussi à cause de la clim. 200 000 foyers ont été privés de courant le 10 février dernier. Une vague de chaleur qui n'en finit pas, inhabituelle pour sa durée, due au réchauffement climatique, mais aussi au phénomène météo de la Niña qui inflige depuis 3 ans une sécheresse sévère dans toute la région. Au Brésil, Jair Bolsonaro est au cœur d'une affaire rocambolesque de bijoux saoudiens. Oui, l'affaire a éclaté il y a une dizaine de jours avec la publication d'un article explosif qui raconte qu'en octobre 2021, alors que le clan Bolsonaro est toujours au pouvoir, une délégation ministérielle de retour d'Arabie Saoudite tente de faire entrer illégalement dans le pays une parure de diamants d'une valeur de plus de 3 millions d'euros. Depuis, les télés brésiliennes sont en boucle. Ce sont les douaniers de l'aéroport de Sao Paulo qui ont fait la curieuse découverte. Ils détectent plusieurs bijoux dans le sac à dos de l'assistant du ministre de l'énergie de l'époque. Un collier, une bague, une montre, une paire de boucles d'oreilles de la marque suisse de luxe Chopard. Problème, selon la loi brésilienne, toute marchandise d'une valeur supérieure à $1000 doit être déclarée. Les bijoux en question sont donc saisis. Le ministre de l'énergie interrogé par la police et il raconte tout. On découvre ainsi d'une part que les bijoux saisis étaient destinés à la première dame, Michelle Bolsonaro, mais aussi que d'autres bijoux, eux, n'ont pas été interceptés par les douaniers et qu'ils sont actuellement en possession des Bolsonaro en exil aux États-Unis. Un lot comprenant une montre, des boutons de manchette, un stylo plume de la marque Chopard là aussi. Je n'ai jamais reçu de cadeau, a déclaré l'ex-président brésilien depuis la Floride. Je ne suis pas dans l'illégalité, dit-il, mais la justice brésilienne ne lâche rien. Elle a ouvert une enquête pour importation illégale de bijoux. Bolsonaro, sous pression, a donc déclaré hier par la voix de son avocat qu'il allait remettre finalement les bijoux manquants à la Cour des comptes de Brasilia. En Australie, une star du foot australien porte plainte pour les commotions cérébrales subies pendant sa carrière. C'est une première historique dans le foot australien, ce sport à cheval entre le rugby et le football, un sport au contact parfois très violent. Une ancienne star, Max Rook, a décidé de lancer un recours judiciaire collectif contre l'instance dirigeante de ce sport, l'AFL, pour des blessures liées à des commotions cérébrales. Avec une 60aine d'autres joueurs, il entend être indemnisé par la Ligue australienne de football pour les traumatismes crâniens subis pendant ses 135 matchs de club. Western Bulldogs Premiership player Liam Picken is taking legal action against both the AFL. C'est un choc en Australie car ce sport est le sport numéro 1 dans le pays. Or, Max Rook et les autres plaignants accusent ni plus ni moins les instances
instance professionnelle de négligence. L'AFL n'aurait pas correctement préparé, éduqué les joueurs au risque de trauma crânien. L'AFL n'aurait pas adapté ses protocoles médicaux, pas durci suffisamment les règles. Résultat, ce sont des dizaines de joueurs qui aujourd'hui souffrent d'encéphalopathie traumatique chronique, déclenchant maux de tête, dépression, agressivité, confusion ou démence. Leurs vies sont brisées, expliquent leurs avocats, incapables de garder leur emploi, leur famille, parfois suicidaires. Aux États-Unis, une procédure similaire a été lancée par les joueurs de la NFL. En 2015, ils ont obligé la Ligue de foot américain à leur payer $1 milliard d'indemnités. Sébastien Legénie, merci beaucoup Sébastien. On se retrouve demain, vous partez en bonne compagnie avec Mélissa Lavo, My Boat sur France Inter. Travel, but
haïtien, canadien et français de Mélissa Lavo, My Boat sur France Inter. Jean-Marc Four est là. Fabienne Synthèse, le 18-20. Le monde d'après de Jean-Marc Four, au moment, Jean-Marc, où les États-Unis viennent de confirmer leur partenariat militaire AUKUS avec l'Australie et le Royaume-Uni, la Chine joue de l'effet de contraste. Elle cherche à se poser en acteur de paix, aussi bien sur la guerre en Ukraine qu'au Moyen-Orient. Et pour vous, c'est un calcul adroit, c'est votre monde d'après. Apparaître comme un médiateur, un promoteur de la paix, voilà la nouvelle stratégie diplomatique chinoise. Xi Jinping, à peine redésigné président pour un 3e mandat, semble sur le point de se rendre à Moscou dès la semaine prochaine et beaucoup plus tôt que prévu. Et il pourrait échanger dans la foulée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce serait une première depuis 1 an et le début de la guerre. Zelensky le souhaite parce que la Chine était devenue le premier partenaire commercial de l'Ukraine avant la guerre et parce que Pékin a présenté il y a un peu plus de 2 semaines un plan de paix en 12 points. Un catalogue de bonnes intentions pour l'essentiel, mais Kiev veut en parler et l'objectif pour Pékin, c'est d'apparaître donc comme un acteur de paix. Le week-end dernier, cette stratégie chinoise s'est déjà concrétisée de façon inattendue sur un autre terrain, le Moyen-Orient. C'est à Pékin, en effet, et sous impulsion chinoise, que les frères ennemis du Golfe, l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite, ont rétabli leurs relations. Un coup de théâtre. C'est le résultat d'un activisme diplomatique croissant de la Chine dans la région. Et tout ça permet à Pékin d'affirmer « Nous parlons à tout le monde, nous prônons le dialogue, la paix, nous sommes la voie de la sagesse ». Et la Chine en profite pour dénoncer à l'inverse le militarisme de Washington. Oui, et puis alors l'occasion est trop belle aujourd'hui puisque, coïncidence des dates, vous le disiez, les États-Unis viennent de confirmer et de concrétiser le partenariat AUKUS avec le Royaume-Uni et l'Australie. Ce partenariat dont l'annonce, on s'en souvient, avait tant irrité Paris il y a 1 an et demi puisqu'il mettait par terre le contrat des sous-marins français de Naval Group. L'Australie va donc acheter 5 sous-marins américains et les 3 pays vont ensuite développer une nouvelle génération de sous-marins nucléaires. C'est le plus gros investissement de défense de l'histoire australienne. Pékin ne se prive donc pas aujourd'hui de dénoncer une voie erronée et dangereuse au mépris total des préoccupations de la communauté internationale. Pour le dire autrement, les États-Unis et leurs alliés rendent le monde instable. Et c'est le même raisonnement qui fait dire à Pékin, comme à Moscou, que l'expansionnisme de l'OTAN est responsable de la guerre en Ukraine. Évidemment, la Chine oublie soigneusement de préciser plusieurs choses. Elle augmente elle aussi son budget militaire de 7% cette année et son propre expansionnisme en mer de Chine méridionale explique la réaction australienne en retour. Les Occidentaux ne sont pas les seuls à redouter cette menace chinoise. En Asie, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud s'arment pour la même raison. Enfin, sur la guerre en Ukraine, Pékin, en soutenant économiquement la Russie, alimente elle aussi en partie le conflit. De tout cela, le pouvoir chinois ne dit pas un mot. Le seul discours, c'est « nous sommes la paix, les États-Unis sont la guerre ». Mais cette forme de duplicité chinoise, Jean-Marc, ne trompe pas grand monde, si ? Alors, ça ne trompe personne en Occident, mais ailleurs, c'est un peu différent. Par exemple, ce plan de paix sur la guerre en Ukraine présenté par Pékin a certes été écarté d'un revers de la main en Occident, mais vu d'Afrique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, il possède le mérite de réaffirmer le principe de la souveraineté territoriale des États et de s'opposer à tout usage de l'arme nucléaire. C'est pas rien, même s'il n'y a évidemment pas de condamnation de l'agression russe. Plus globalement, la dénonciation par Pékin de la diplomatie militaire américaine rencontre de l'écho au Sud. Quand la Chine se présente comme un facteur de stabilité par opposition à un Occident facteur d'instabilité, ce discours porte, soutenu par le dynamisme économique et l'activisme diplomatique de la Chine. Le think tank ECFR, European Council on Foreign Relations, a publié fin février une étude révélatrice sur les opinions publiques dans le monde. En Inde et en Turquie, par exemple, la priorité pour les opinions publiques, c'est que la guerre en Ukraine s'arrête. Pas que l'Ukraine gagne, non, mais bien que la guerre s'arrête. Et un bon quart des sondés considèrent que le soutien militaire occidental à Kiev est animé d'abord par une volonté de réaffirmation de la domination de l'Occident, autant sinon plus que par défense de la démocratie. C'est ainsi qu'on nous regarde ailleurs, il faut le savoir, et c'est là-dessus que surfe la diplomatie chinoise avec une certaine habileté. Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci. À demain, le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly, juste après le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, ne changez rien.